Cette semaine, à Face, j'ai reçu Anne-Élisabeth Bossé et Arnaud Soli. Arnaud, tu l'as dit tantôt, tu as plus de 1000 matchs d'impro. Ça va l'air vraiment important que tu le mentionnes. Ouais. Tu as pas parlé de 15 ans. Juste te dire, au nom de tous ceux qui écoutent, on a compris. L'impro du mariage, tu aurais pu la faire de A à Z. Tu dis que j'ai 1000 matchs d'impro, c'est parce que c'est pas rien, là. Je sais. J'espère que cette discussion-là va vous plaire parce que pour moi, ça a été absolument fascinant. On a parlé d'un monde que je connais pas beaucoup, celui de l'impro. J'étais chanceux de parler avec ces deux personnes-là parce que c'est deux personnes qui sont, très expérimentées, mais aussi reconnues dans le monde de l'impro. On a couvert plusieurs sujets, dont la différence entre l'improvisation québécoise et l'improvisation américaine. Ils m'ont appris un peu les codes, les lois non écrites de l'impro. Je leur ai demandé de comparer ça au stand-up parce que les deux font autant de l'impro que du stand-up. La raison pour laquelle on a parlé de ça, c'est qu'on a regardé une série de 3 spectacles qui sont sur Netflix. C'est un duo qui s'appelle Middleditch and Schwartz. C'est 3 spectacles 100% improvisés. Et on a commencé avec nos impressions de ces 3 spectacles-là. Avez-vous écouté les 3? Je suis curieux parce que moi, j'ai catché hier soir qu'il y en avait 3. Mm-hmm. Là, j'ai fait le saut un peu. Tu sais, je pensais que c'était un special. Mais finalement, j'ai presque tout écouté. Pareil ici, en fait, j'ai commencé en même temps que toi, que j'ai vu ton message. J'ai fait « Ah, ben oui, moi aussi, j'allais commencer ça. » Le premier, le deuxième, j'ai décroché. Le troisième, je me suis quasiment rendue à la fin, puis j'ai comme fait, je pense que j'ai catché la vibe quand même. T'as-tu décroché dans le deuxième autant qu'eux autres? Ou... Je ne sais pas si c'est possible de décrocher autant qu'eux autres en général, mais on entrera dans le vif du sujet. Là, mais, c'est ça, mais c'est quelque chose que je veux absolument parler avec vous parce que moi, personnellement, je n'ai jamais fait d'impro, même pas une seconde dans ma vie. J'en ai fait sur scène, évidemment, à travers mon spectacle, quand il y a quelque chose qui arrive ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours en réaction à quelque chose. Moi, je ne fais pas de l'impro, il y a des humoristes qui vont faire, je ne sais pas si vous le faites dans vos spectacles respectifs, mais de faire comme, OK, moi, en retour d'entracte, mettons, là, il y a un 10 minutes où je parle au public, puis je vois ce qui se passe, puis je construis des histoires avec ça. Moi, je n'ai pas ce talent-là, mais pas du tout. C'est malaisant. Fait que j'étais vraiment curieux de vous parler de ça parce que, en effet, moi, j'étais un peu comme vous. Moi, le premier épisode, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai fait comme Colin, OK, Je vais vous avouer que je ne suis pas un grand fan d'impro, mais je trouvais que je reconnais le talent que ça prend et la rapidité d'esprit que ça prend. Je trouve ça phénoménal. Mais moi, j'ai l'impression qu'on s'entend qu'un gag en impro va souvent beaucoup plus marcher qu'un gag écrit, justement parce que le public sait que Colin, il vient d'y penser. Ouais. Donc, mais ça prend surtout cette émission-là où ils font de l'impro pendant comme quasiment 35-40 minutes, là, ce qu'ils appellent le long form. Le long form. Moi, je pense que c'est important pour les gens qui ne l'ont pas vu, mettons, d'installer un peu cette forme-là parce que si les gens pensent impro au Québec, on pense à la LNI, le thème mixte comparé. Ça n'existe pas aux États-Unis, puis même au Canada anglais. Eux, ce qu'ils appellent l'improv, c'est pratiquement toujours ce qu'on voit là. C'est-à-dire que ça commence avec un crowd work. Et on dirait que ce moment-là, c'est... Ils demandent au public, ils demandent des suggestions au public. Est-ce que quelqu'un a quelque chose, un événement important qui s'en vient? Toujours ça. Les gens créent des choses, puis après ça, une petite entrevue. Cette prémisse-là, pour moi, est un peu comme dans un show de magie. Aller chercher quelqu'un dans le public, c'est une espèce de preuve avec le public qu'il n'y a rien d'arrangé. Même si on sait très bien à la LNI que, tu sais, Chris, on n'étudie pas les thèmes dans le barillet pendant une semaine, mais on dirait que d'aller chercher l'info du public, ça rajoute un niveau de... Barillet, c'est un mot que je ne connaissais pas, ça. Barillet, c'est... Je vais en apprendre beaucoup aujourd'hui. OK, tu fais vraiment pas d'impro, Simon, là. OK, tu fais vraiment pas ça, là. Wow! C'est dégueulasse comme mot, un barillet. On recommence d'abord. Oui, mais bref, je comprends ce que tu veux dire, Arnaud, pour setter les bases de vraiment dire au public, c'est pas stagé. Même si, parenthèse, là, l'épisode 1, là, les 4 personnes en haut au balcon, là, avec la perche déjà prête. C'est louche. C'est-tu stagé un petit peu? Ou à la limite, savais-tu qu'il y avait une anecdote de mariage? Moi, ce que je pense, c'est que... Ils ont vraiment resserré le montage où ils prennent des suggestions. C'est sûr qu'ils ne vont pas prendre la suggestion cueillir du maïs. Personne ne va faire. Quoique, ça ne serait pas mauvais. Mais c'est toujours la même chose. Pense-y. Si tu dis, il y a quelque chose de gros qui s'en vient.
Tu as 5 choix, là. Mariage, anniversaire, graduation, j'attends un bébé. Tout à fait. Cueillir du maïs. Mais nul n'est à l'abri d'un toto. Nul n'est à l'abri d'un fin finot qui veut contredire la contrainte. Puis, c'est toujours ton impro, ça? Nul n'est à l'abri d'un fin finot. Non, mais c'est genre, il y a souvent, mais c'est aussi... Moi, je pose des questions. Cet épisode-là, moi, je dis rien. Je vous écoute parler, puis je lève la main. Mais juste des spectateurs, je veux dire, des gens qui vont essayer de te coincer dans un bébé qui essaie de puncher. C'est ça. Fait que moi, je pense qu'ils ont gardé mariage parce que c'est le plus juteux. Puis là, après ça, ils ont fait, vous allez nous redire ça, puis ils ont placé la perche. C'est ça, peut-être. Toujours est-il, dans l'épisode 2, il dit même en crowdwork, puis ça, c'est un commentaire que je dirais pour tous les gens qui vont voir de l'humour. Ça, pour moi, c'est un vrai bon commentaire. Essayez pas de puncher. Oui. Quand je vous donne la parole, soyez honnête dans vos réponses. On s'occupe de puncher. Ça devrait être dit à n'importe qui va voir un show dans un comedy club. Parce que des fois, les gens figent, puis là, ils font « Ah, crème, je suis dans le show d'humour, je vais essayer d'être drôle. » Pas ta job. Plus tu vas être straight, plus je vais puncher sur scène. Puis ça, ils le disent dans l'épisode 2, puis je trouvais ça pertinent parce que, à la limite, moi, je vais dire les moments où est-ce qu'ils crowdwork, où est-ce qu'ils sont juste eux-mêmes, drôles, taquis un peu, qui répondent. Moi aussi, c'est comme les moments quasiment mes bouts préférés. Bien sûr. C'est un bon Ils sont point. drôles. Tu sais, les gars sont drôles. Les deux sont... Tu sais, ils sont naturels. Tu sais, leur énergie comique est claire. Ils ont de la répartie. Ils sont vifs. Tu sais, à un moment donné, il fait un gag sur, dans l'épisode 2, le nom de la ville où est-ce que la fille étudie, le Law School. Puis il dit que ça sonne comme un nom d'une Civil War. C'est un village de Civil War. Il part un peu là-dessus. C'est drôle, man. Ça, c'est vraiment brillant. Mais c'est clairement des très bons improvisateurs. Ouais. Mais pour ce qui est de ce qu'ils ont fait du spectacle, en fait, des 3 spectacles, moi, le premier épisode, ça m'a parlé. J'ai fait comme Colin, c'était intéressant. Puis ce que j'ai apprécié, c'est qu'il brisait le 4e mur. Mm-hmm. J'ai trouvé ça plus accessible. J'ai trouvé ça plus drôle en tant que spectateur qui est pas initié à l'impro du tout. Je trouvais ça le fun qu'il joue un peu là-dedans puis il accuse un peu le fait que des fois, il se trompe puis il perd les noms. Tu vois, c'est ça que j'haïs. Mais moi, tu vois, au 2e épisode, à un moment donné, j'ai fait « OK, les gars, let's go ». Le 2e épisode, on s'entend que ça s'en va un peu nulle part, puis on y reviendra parce que je sais pas pourquoi ils l'ont sorti, Simon. Moi, je suis à un point que je ne comprends pas pourquoi ils l'ont sorti. On va y revenir. Inquiète-toi pas. On va y revenir en masse. OK. Puis dans le 3e épisode, tu vois, moi, c'est ça qui m'a le plus gossé, c'est à quel point ils sortaient toujours des personnages. Ouais. Puis là, je me demandais, j'ai fait un peu des recherches, mais j'avais hâte de vous parler parce que vous connaissez ça mieux que quiconque. Ça, vraiment, en impro, en général, c'est un gros non-non là, de sortir du personnage puis faire « Excuse, là, je suis qui, là? Qui est rentré? OK, c'est beau, on retourne. » Mais il y a autant de formes d'impro que de formes d'humour, que de formes de théâtre. Ça dépend ce que tu fais. Tu sais. L'impro LNI, ça dépend même de l'arbitre. Tu sais, depuis quelques années, il y a beaucoup plus de rigueur, mais on parle de la LNI il y a 10 ans. Le commentaire et la surenchère est bienvenu. Le clin d'œil dans le public passe. On est là pour que les gens aient du fun, les gens boivent de la bière. Il y a très peu d'impro dramatique. Quoique, c'est pas vrai. Là, il y a eu des Robert Gravel, il y a eu toutes sortes d'affaires, mais il y avait beaucoup de place pour ça. Moi, Anne-Elisabeth, 20 ans, jouais comme ça. Je pointe ma télé dans mon autre pièce. C'est pas intéressant. Mais genre, je carburais à ça. Plus c'était drôle, plus c'était bon. Puis là, à un moment donné, je suis rentrée d'une école de théâtre où j'avais des cours d'impro. Puis là, on m'a désappris tout ce que j'avais appris. Mm-hmm. Puis après ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de faire un super bon mélange des deux. Puis il y en a quelques improvisateurs qui réussissent à faire ça de manière vraiment... Merci, Stéphane. C'est vrai que... mais non, mais pour moi... Moi, quand je vois ça, quand je vois leur forme d'impro, je vois de la paresse. Même si je vois de la virtuosité, mais je vois de la... C'est tellement facile de dire « Et cette chanson que tu vas me chanter d'ailleurs? » Puis là, le public fait comme « Oh mon Dieu, qui est dans l'eau chaude! » C'est vieux comme le monde faire mais ça, c'est pas grave. Tu sais, moi, je trouve que ça fait partie des codes de l'impro. Tu sais, quand ils disent « Rappelle-toi ce qu'on se disait ensemble il y a 10 ans. » Puis là, ils parlent ensemble. Ça, c'est une mécanique. On sait que ça va puncher. Puis Chris, on le fait, Anneli. Parce que ça, c'est des soupapes. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas être tout le temps dans la création pure. Ça te prend des patterns en impro. On a des mécaniques. Ça, c'est une chose. Mais accuser le fait qu'ils sont juste deux. Exemple, il faut bouger la chaise. Vite, je vais faire courir l'autre qui va bouger ses chaises parce que je vais le faire plein de personnages. C'est drôle une fois.
parce que ça nous rappelle que c'est de l'impro. Ça, j'ai pas de problème avec ça, moi. Parce que c'est pas prétentieux. On comprend l'exercice que c'est deux gars un peu hipsters qui jouent 16 personnages. Fait qu'à un moment où est-ce qu'ils courent entre deux chaises, ils tombent anyway le quatrième mur parce que les gars, en jouant plein de personnages, on n'y croit pas. On décroche constamment. Fait que ces décrochages-là, ils n'ont pas le choix dans la forme qu'ils présentent. Mais de faire « Ah, c'était quoi déjà mon nom? » puis d'en faire 5 minutes sur ton sketch de 45 minutes, que c'est juste les gars qui disent au public « Hey, on n'est pas si bon que ça en impro, on se rappelle même plus de nos noms. » Pour moi, comme spectateur, non seulement ça me dit que les gars sont pas super tight, mais comme tu disais un peu, Anneli, des fois, ça me dit qu'ils s'assoient là-dessus pour faire rire. Ah, moi, je pense que un public non initié va rire, mais moi, comme gars qui a joué plus de 1000 matchs d'impro, j'ai extrêmement critique de ces moments-là. Je trouve ça paresseux. C'est ça l'affaire. Moi, je pense que c'est quand ça arrive par hasard, ces moments-là, que c'est extraordinaire. Je parle pas du nom, mais je parle de la chaise, par exemple. Un gag physique qui est comme, je me rends compte qu'en faisant ça, l'autre doit courir. Oui. Oh mon Dieu, il y a quelque chose dans l'œil de vraiment subtil qui se passe et je le fais une fois de plus. Puis là, on a établi quelque chose avec le public, ils ont compris, j'ai compris. Eux, je pense qu'artificiellement, ils créent des moments comme ça, comme ils se garochent sur le fait qu'ils aient oublié le nom pour faire rire les gens. Mais ça, il y a des gens qui font ça en humour aussi, là, le décrochage calculé, parce que les gens ont l'impression qu'ils ont accès à la personne en dessous, puis ils se sentent donc privilégiés. C'est tellement facilement évitable. Là, puis arrêtez de donner c'est de leur donner de la mauvaise moulée. Là. Ils vont la manger, mais il est vraiment meilleur que ça. T'sais. Non seulement c'est facilement évitable, mais je pense qu'en plus, c'est un moment. J'ai l'impression, quand je regardais ce moment-là, où il y a comme une espèce de confusion totale, surtout dans le troisième épisode. Je ne sais pas si... Qui a écouté jusqu'à la fin, le troisième épisode? À la fin du troisième, où là, il change de corps. Ouais. Là, il dit, OK, là, attends, moi, je suis qui? Là, puis là, écoute, ça prend 4 minutes. Puis moi, je regardais ça en disant, OK, là, il joue la confusion. Parce que oui, ils sont perdus, probablement. Même moi, en tant que spectateur, j'étais comme, je n'ai plus aucune idée qui est qui. Mais... je me disais, là, ils sont en train de se dire, là, le public se dise qu'on est vraiment mal pris. Mais je pense que c'est dans ce moment-là qu'il était le plus à l'aise parce qu'il jouait la confusion. Il était comme, garde, là, on a perdu le fil, fait qu'on va juste gaguer. Moi, toi, moi, toi. C'est pour ça qu'on voit qu'ils ont des bons réflexes. C'est ça. Mais c'est parce que... Puis moi, je pense que ça revient à une question qu'on devrait peut-être aborder qui est un petit peu plus générale sur le concept de l'impro filmé en général. Parce que la prémisse de l'impro comme public est qu'on pardonne presque tout. Tu sais, quand tu vas voir un show d'impro, là, tu sais, même pas capté là, en salle, tu t'attends à pas grand-chose. Et quand tu sors d'un show d'impro, tu te rappelles des moments de génie. Ces petits moments-là de pur jeu et folie, et création, de la vraie création. Tu sais. Et tu oublies les très, très longs moments pas bons parce qu'il y en a inévitablement. Même si tu vas voir les meilleurs improvisateurs au monde, par définition, un show d'impro, c'est un brainstorm. Tu sais, dans un brainstorm, tu vas sortir 8 bonnes idées puis tu vas en chier 20 mauvaises. Là, et plus. Fait que... T'es bon en brainstorm, toi? Ouais, non, c'est plus une bonne idée puis 10 mauvaises, tu sais. Mais peu importe le ratio, mais tu sais, en impro, c'est un peu la même chose. Tu lances des idées. Tu construis quelque chose puis le concept de l'impro, c'est que c'est pas grave parce que c'est éphémère. Là, par contre, tu vas capter un Netflix special. Tu le sais. Moi, je sais pas comment ces gars-là ont fait, là. Tu sais, t'imagines taper ton special puis il n'est pas écrit. Comment tu dois être nerveux? Ben, écoute, je me suis informé un peu sur le processus de tout ça. C'est deux gars qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont fait de l'impro ensemble beaucoup. Puis c'est important ce que tu disais tantôt, Arnaud, comme quoi l'impro aux États-Unis, c'est complètement différent d'ici. C'est pas la même culture. C'est pas la même culture du tout. Ils font pas de l'impro de la même façon. Moi, j'ai d'ailleurs assisté à un show d'impro à New York. C'était un show d'une petite troupe d'impro, tout ça. Là. Ouais. On y reviendra. Mais donc, eux, ils ont fait de l'impro longtemps ensemble. Puis là, eux, ça faisait un bout qui essayait de proposer ce show-là à des diffuseurs. Puis quand le diffuseur dit « OK, mais le show, ça parle de quoi? » Puis ils font « Ben, c'est beau, on va le savoir sur le coup. » Là, ils reculaient, tu sais. Jusqu'à temps qu'ils trouvent un réalisateur qui lui aussi avait fait de l'impro, qui voyait le potentiel de ça. Puis, ils ont filmé 4 shows et ils en ont gardé 3. Et Chris, je veux pas voir le 4e. Imaginez à quel point le 4e. J'allais poser la question, Simon, puis je l'ai cherché hier aussi. J'étais comme...
Moi, dans ma tête, j'étais genre, ça se peut pas qu'il y en ait juste filmé 3. Mais d'un côté prod, de coup de prod, t'as-tu vu les grues? Est-ce qu'il y a de la caméra? Ils ont 9 caméras. Tu sais, ça coûte cher, là. C'est Puis énorme, c'était des soirs différents ou il y en faisait 2 par soir, peut-être? Sûrement 2 par soir. Je peux pas dire, j'ai pas trouvé ça, mais je peux te dire ils ont tapé 4 shows, 9 caméras beaucoup. chaque pour vraiment. Non, Il faudrait que t'en tapes 10 puis que t'en sortes 2, genre. Tu sais, pour avoir. Surtout que. Puis parlons, arrêtons de tourner alentour du pot et parlons du deuxième épisode. Parce que. J'avais l'impression de. Mais juste pour revenir au concept, c'est comme si 2 danseurs contemporains voulaient faire de la danse improvisée ensemble. Puis à un moment donné, ils se font mal sur scène. Puis on regarde ça, puis on ne sait plus où se mettre. T'sais, ils font des trucs tellement risqués. Puis là, on est comme ça quand on les regarde. T'sais, pour moi, c'était comme de la danse pas contrôlée à un moment donné. Puis les acteurs qui sont contents de montrer leur bleu, puis sont comme « Regardez, mon Dieu, je me suis foulé à la cheville! » Je trouvais que c'était comme pas regardable, surtout particulièrement le deuxième. T'sais. Je veux juste dire quelque chose avant d'oublier. Je pense que si c'était à refaire, il faudrait penser à faire un concept d'un point de vue de la prod. Il faudrait faire un concept où est-ce que tu peux couper à l'intérieur des impros. Mais le problème avec le long form, c'est que si tes 5 premières minutes sont pas bonnes, ben là, tu es dans les sables mouvants. Ben, c'est exactement ça. Tu n'as pas de base. Puis non seulement ça, mais là, à un moment donné, il essaye. Non seulement ça descend. Puis là, il y en a un qui va, tu sais, qui swing le plus fort possible pour essayer de frapper un circuit out of nowhere. Mais tu n'as pas de personnage. Fais juste rajouter un layer que l'autre. OK, on est déjà dans la merde, puis là, tu me rajoutes ça en plus. Fait que c'est pour ça que j'ai. Moi, le deuxième épisode, je l'ai regardé un peu comme. Puis en plus, je me sentais comme quand les gens me disent à moi comment tu fais pour monter sur scène. Puis moi, je suis comme, ben, moi, c'est ma job, là. C'est ce que je fais dans la vie. Puis les gens font, je serais pas capable de faire ça. Là, moi, je le vivais avec des gens parce que moi, je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font. Autant que je les critique, autant que je dis que pour moi, le deuxième épisode est pas loin d'un échec. Il y a un côté de moi qui est comme je ne serais jamais capable de faire ça. Fait que je l'ai regardé comme. À un moment donné, j'avais peur qu'ils fassent comme hey, tout le monde, OK, on arrête ça. J'avais vraiment. Je me demandais vraiment est-ce qu'ils vont y aller jusqu'au bout. Puis, mais dans cet épisode-là, ils n'ont pas l'air capables de faire ça non plus, Simon. C'est ça que je te dis. Je comprends pas pourquoi ils l'ont sorti. Probablement, c'est peut-être une affaire de contrat. Bref, mais je me demande s'ils ne l'ont pas sorti justement parce que là où je m'en allais, c'est qu'autant c'était pour moi, c'était dur à regarder, autant j'étais comme Seigneur, OK, ils y vont. Puis Colin, c'est ça l'impro. Peut-être que eux, en tant que, j'imagine, passionnés d'impro, ont fait, sais-tu quoi, on va le mettre cet épisode-là pour montrer que Colin, c'est pas toujours simple, puis un peu comme, mettons, moi, je montrerais des extraits de rodage pour dire au monde de regarder comment c'est pas toujours facile. Genre, okay. Ça se peut-tu? Moi, c'est pas ça que je sens. C'est drôle, là, c'est tellement juste de l'opinion, mais de leur personnalité en général. J'ai l'impression qu'ils se... On dirait que ça s'adresse à des gens qui les connaissent. C'est bizarre. Là. À un moment donné, il fait une blague de... J'ai une Ford Fiesta blanche, puis il est obligé de décrocher et de dire « Oh mon Dieu, ce personnage-là me ressemble tellement, il faudrait trouver d'autres éléments, d'autres variables, parce que là, on dirait qu'il se colle à moi. » Tu sais, moi, je suis au Lion d'Or, par exemple, puis je te vois, Arnaud, dire ça, puis moi, je sais que tu as une Ford Fiesta blanche. C'est sûr que je me pisse dessus, puis je fais « Ah non. » Parce que t'es entre initiés, j'ai l'impression qu'ils ont perdu de vue le côté international là, de Netflix. C'est un excellent point. C'est très bon ce que tu dis, puis moi, j'ai l'impression que la plus grosse lacune de ce concept-là, c'est que ces gars-là sont pas, à mon sens, des grands scénaristes. Puis quand tu fais du long form, avant ton personnage, avant ton gag, ça prend un filon. Puis l'épisode 1 répond le plus à ça parce que il y a une espèce d'idée de vengeance avec, tu sais, le mariage, tu sais, on a un début, une cérémonie, on sait où est-ce que ça s'en va. Il y a un personnage qui veut regagner l'amour. C'est l'histoire la plus simple au monde, on s'en crisse. Au moins, on a adjuvant, tu sais, tout ça. Un minimum. Oui. Si tu me fais un long form, puis que tu n'as pas d'histoire, tu n'as pas de personnage principal, tu n'as pas de quête, moi, si j'écoute un film, là, puis que je ne sais pas à qui m'attacher, tout ça, je décroche. C'est comme là, tu traites ça comme du sketch, mais pendant 45 minutes. Je vois juste 2 adultes qui niaisent. 2 gars extrêmement drôles, extrêmement quick, qui ont des super bons persos. Moi, j'ai pleuré de rire. Là. Il y a des gags fucking drôles là-dedans. Là, t'sais. Mais, tu sais, si t'es pour faire un long form, fais-moi une histoire qui se tient. Tu sais, genre,
c'est la base. T'sais, on en a fait beaucoup, Anneli, des long form à la LIM. La Ligue d'impro de Montréal, ça, c'est une ligue d'impro où est-ce que on éclate la forme. C'est pas comme la LNI, il n'y a pas de points, il n'y a pas de durée, on n'est pas dans le hockey, on n'a pas de gilet de sport. C'est vraiment de l'impro. Improvisé. Là. Ouais. C'est vraiment du théâtre improvisé. Puis des long form, on en fait souvent, des shows où est-ce qu'on improvise une même histoire pendant 1 ou 2 heures. Mais on a un maître de jeu qui ramène ça, qui est capable de dire « OK, on va aller à la prochaine scène où tel personnage apprend que… » Tu sais, quelqu'un qui ramène un petit peu le scénario. Et 2, on est souvent plusieurs comédiens sur scène, ce qui fait qu'on n'est pas tout le temps obligé de courir puis faire comme… Mais c'est même pas ça. Moi, j'ai un grand point à dire ici. Le problème avec l'improvisation américaine, c'est que c'est la tyrannie du rire. Ils acceptent en aucun moment qu'on rentre dans qu'on approfondisse une situation et que ça devienne dense. Comme on le voit très, très bien là-dedans. Il y a un exemple dans le livre de Tina Fey qui parle de Second City qui veut tout dire. Elle dit, mettons, il y a un personnage qui arrive avec un gun devant toi. Tu peux pas juste réagir comme ça. Il faut que tu surenchérisses. Il faut que tu dises, oh non, le gun que je t'ai acheté à Noël. C'est comme, il faut que tu redises quelque chose de plus drôle. Je fais, pourquoi? Quelqu'un a un fucking gun. Que ce soit le gun que tu aies acheté à Noël, non, c'est pas le temps de dire ça. Ça, c'est l'actrice qui parle. Mais moi, je veux qu'il y ait sur scène un gun, quelqu'un qui parle pas puis que ça dure 20 secondes. 2 secondes. Là. On a une tension, on bâtit quelque chose. On est... Mais là, dans ce qu'on regarde ou dans ce que je regarde dans toutes les impros style américain, c'est très divertissant. Mais Mané, il y a tellement de surenchères puis il y a tellement de commentaires, surtout dans l'épisode 2, genre « Ah ouais, le New York Times aurait dit ça. Quel drôle de twist. » Tu sais, ils assument, ils ont toujours un pied à côté de la traque pour pouvoir repuncher sur ce qu'ils font, dire « Mon Dieu, c'est pas habile ce que tu viens de faire, soulignons-le. » C'est tellement facile, cette posture-là. Non, embarque dedans, réagis à ce qui se passe. L'humour va naître du lien. Là, c'est ça, il n'y a aucune construction, en fait. À part dans le premier où, il y a, comme tu dis, je trouve qu'ils jonglent un petit peu mieux avec ça. Mais encore une fois, il n'y a pas de silence, puis il n'y a pas de... Et ils prennent même pas, dans l'épisode 1, ils prennent même pas certaines de leurs grosses perches. Et c'est là que je veux dire que pour moi, ils touchent jamais au génie dans ce special-là parce que, écoute, ils installent Sean Paul. Ça, c'est un exemple dans l'épisode 1 que, tu sais, t'as pas besoin d'être un grand joueur d'impro pour faire « Hey, il parle que Sean Paul est à son mariage. » Il joue 100 personnages dans ce style de sketch-là dont on se calisse et jamais il fait parler Sean Paul. Ça aurait tellement été simple. Il l'a installé, on l'attend comme public. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu sais, je trouve que même d'un point de vue de la construction globale, il installe des trucs qui... Ça prend pas un grand virtuose pour aller juste rapper certains éléments. Je trouve que même ça, c'est lousse dans la structure même. Après ça, il y a des petits moments où est-ce que le fantôme qui revient, c'est super bon. Les meatballs dans l'épisode 3, c'est super bon. Ils le font quand même d'aller mettre des éléments puis de les ressaisir, mais ils pourraient le faire plus et mieux, tu sais. Ils pourraient le faire plus subtil, en fait, comme l'épisode 1, le fantôme qu'on ramène. Ils disent, pourquoi il y a un fantôme? Il va falloir régler ça plus tard. Tu sais, ils se disent entre eux, devant nous. C'est comme le médecin qui t'opère et qui fait « Oh, c'est pas normal, ce ventricule-là, on verra ça tantôt. » Tu sais, dites-nous pas ça. Mais ça me dérange pas si tu le ramènes bien parce que tu sais, c'est encore là de... C'est pour faire rire les gens. Racoleur. C'est ça. Mais je trouve aussi que... Mais vas-y, Simon. Non, mais écoute, je bois vos paroles parce que c'est... Je veux dire, ce concept-là qu'on fait en ce moment, je le fais depuis bientôt un peu plus qu'un mois. Puis en général, je suis comme un poisson dans l'eau parce qu'on parle toujours de stand-up. Et là, j'ai honnêtement le goût d'enlever mon micro et de juste vous écouter parler parce que c'est vraiment trop intéressant. Non, mais au contraire, je trouve ça fascinant. Mais tu vois, quand je regardais ça, je me rappelais un peu ce que moi j'ai vécu en tant que live. Premièrement, je pense que tu as tout à fait raison, Arnaud, dans le sens que je pense pas que c'est quelque chose... Je pense que c'est quelque chose que tu dois vivre live. Je pense que c'est quelque chose... Je pense que dans l'impro, je pense que la tension, l'espèce de call-in, ils peuvent pas juste faire « OK, tout le monde, bye-bye ». Tu sais, moi, en tant que stand-up, je peux à un moment donné faire « Hey, on va changer de sujet, OK, parce que je sais pas où je m'en vais avec ça, là, puis regarde, on va se reprendre parce que je sais où je m'en vais. Là, ils peuvent pas. Puis moi, quand j'ai assisté à un show comme ça live, je le sentais, cette espèce de tension, de call-in. C'était quasiment de l'émotion forte. Là,
Seigneur, OK, il reste 45 minutes au show, puis on arrive pas mal à la fin de l'histoire, parce que c'était ça aussi, là. Ils ont fait une impro pendant comme 1h15 à peu près. La grosse différence, c'est qu'il était, de mémoire, il était 8. Ouais. Fait que des fois, tu avais 2 personnes qui faisaient une scène, ça commençait à s'en aller un peu nulle part, mais tu avais 6 personnes en arrière qui, eux, étaient juste en train de penser à comment je peux amener ça, comment je peux... C'est ça. Puis c'est ça que moi, j'ai le plus... C'est ça qui m'a le plus dérangé dans Middleditch and Schwartz, c'est qu'il y a tellement de moments où ils font « Bon, fait que... Ça va? Oui. Ben, OK. » Ils savent plus, là. Ils ont besoin de quelqu'un qui rentre, il y a besoin qu'il se passe de quoi. Moi personnellement, c'est ce moment-là où j'ai fait là, moi, j'étais en train de me dire, là, ils sont en train de se dire que c'était pas une bonne idée. Je trouve ça plate parce que... Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est 100%. Comme, là, ils sont, là, tu sais, dans le deuxième, avec le... Moi, le middle, tu sais, puis je les connais, ces deux gars-là, là, ils ont joué dans des séries. Puis ouais. Dans le deuxième, particulièrement, le Middleditch, celui avec la moustache, là. Ouais. Quand l'autre part avec son extraterrestre dans la salle, là, tu le vois dans ses yeux qui est comme « fuck it ». Puis moi, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé de faire « Colin, abandonne pas ». C'est ça. Puis peut-être c'est moi qui ai mal perçu sa réaction, mais il y a vraiment un côté de moi qui a fait « là, il a abandonné ». Il a fait « bon, regarde, run the clock. Tu sais, let's go. On va se rendre à la fin, là. » Encore là, je comprends pas pourquoi dans cet épisode-là, ils n'ont pas rapidement mis l'énergie sur, tu sais, la fille, elle racontait son histoire en crowdwork, elle dit « j'ai 2 enfants, je suis à l'école, tout ça ». Pour moi, déjà, là, on a un ancrage émotif intéressant. La relation école-famille. Pourquoi vous restez dans la salle de classe pendant 30 minutes? Moi, quand je regardais cet épisode-là, puis que là, ça s'en allait nulle part, j'étais comme, là, il faut qu'il y en ait un des deux qui rentre en disant « Mommy, are you coming home soon? » Exact. J'étais comme « Let's go! » Vous en allez nulle part, je pense. Genre, sortez de la salle de classe. Genre, c'est drôle. Tu sais, le prof, le personnage... Et on l'aurait pardonné qu'il ait abandonné cette histoire-là, à la limite. Ouais. Fais-moi rire, je veux juste rire. Là. Je ne suis pas ici pour vous juger, je ne suis pas un juge d'impro. Non, c'est ça. Mais là, en ce moment, c'est pas intéressant. Amène-moi quelque part. Ou présente-moi un personnage. Parce que là, le cool teacher, il est drôle, mais on s'en crisse. L'Américain qui a un accent germanique, super drôle personnage, encore une fois, sert à rien. Pas d'ancrage, pas de quête. À un moment donné, qu'est-ce que j'écoute? C'est juste, qu'est-ce que j'écoute? Ça prend une quête émotive. Ça prend... Qu'est-ce que j'écoute? C'est juste ça. Mais ce que je chantais, Arnaud, tu sais, quand on faisait des tournois d'impro, puis là, à un moment donné, on était sous à 3 h du matin, puis on se disait, on parle des matchs d'impro, ce que ça donnait, cette espèce de lâcher-prise-là. C'est tellement pas la même drive que quand on joue pour vrai. Quand on joue pour vrai, I'll die trying. Tu sais, ce que tu as vu dans les yeux du moustachu, quand il a fait comme j'abandonne, c'est pas un état respectable sur scène, ça. C'est comme tu vas toujours essayer de récupérer ça. Alors que quand on faisait l'impro à 3 h du matin pour le fun, on faisait juste ça, mon truc. C'est ce qui nous faisait rire. Puis encore une fois, il y avait un feeling d'être à l'interne puis que ça compte pas pour vrai. C'est ça que je chantais. J'étais là, vous êtes devant vos chums, vous avez peut-être bu un verre avant. Il y avait quelque chose qui manquait tellement de rigueur, je trouvais, de... Anyway, on est tellement charismatique puis drôle, on va se reposer là-dessus. Puis si ça chie, on va en rire, hein? Au pire, on va... Tu sais, c'est comme ça a été leur soupape tout le long de dire « Hey, si ça chie, on le souligne puis c'est drôle. » Mais c'est full bon. Je trouve qu'ils se sont... C'est comme si c'était pas cool de faire de l'impro. On dirait que c'est 2 gars qui sont comme nous, on est très bons en impro, mais c'est pas cool en passant. Là. C'est ça. C'est comme, c'est pas pour vrai, là. Mais c'est genre, ça. Est-ce que 40 minutes, parce que les épisodes durent à peu près 35-40 minutes d'impro. Moi, j'ai regardé et j'étais comme Colin, j'aimerais juste ça les voir, mettons, en petit sketch de 5 minutes, voir. Mais parce que tu as tout à fait raison, il y a une coupe de perles quand même. Là. Là, on est très critique, mais il y a une coupe de perles. Short Paul. Le gars, Short Paul, c'est génial. Là. Moi, ça, je l'ai reculé 3 fois. Là, quand il se met à fumer, puis là, tu fais OK, il fume, fait qu'il n'y a pas eu de... Il y a plein de petits moments. Il y a des perles quand même. Là. On va... Mais ces perles-là, pour moi, comme tu disais, sont tellement perdues dans un océan de confusion des fois que je pense... Pas le 1. Pas super le 1. Vraiment, là, le 1, c'est celui qui tient le mieux, mais il y a des moments qui servent absolument à rien. Mais le 1, mais moi, personnellement, je pense que j'ai préféré le 1 parce que j'avais aucune idée à quoi m'attendre. T'sais. Quand je les ai vus changer de personnage, puis quand j'ai même vu que des fois, ils reprenaient le personnage que l'autre avait fait et qu'ils se donnaient le droit de jouer
Ah ouais? Le même personnage. Moi, personnellement, ça m'a un peu gossé parce que... Je déteste ça, moi. Là, il arrivait le « Ah, je parlais pas comme ça tantôt. » Non. Mais bref, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais aucune espèce d'idée à quoi m'attendre. Puis j'ai trouvé ça comme Colin, c'est dynamique. T'sais. Moi, ce que j'ai Quand préféré... j'ai compris le principe, puis que là, après ça, c'est juste devenu confus, là, j'ai comme fait... Ouais. C'est pour ça que moi, le troisième épisode, je ne l'ai pas apprécié plus que le deuxième, parce que j'ai juste... J'ai préféré le début du 3. Je vais juste dire pourquoi. J'ai trouvé qu'ils ont vraiment utilisé le crowd work à l'avantage du sketch, puis ils ont vraiment comme réussi à saisir comme l'unicité un peu de l'anecdote de ce gars-là. Tu sais, c'était, sans rien spoiler, ben, tu sais, c'est une entrevue vidéo qui mène après ça à une entrevue téléphonique. Tu sais, puis là, il soulignait vraiment un petit peu l'absurdité de ces étapes-là. Mm-hmm. Et là, ça, ils ont réussi à en faire vraiment une impro que j'avais jamais vue. C'est juste que moi, l'impro du mariage, étant un joueur d'impro qui a 15 ans quand même d'impro derrière, je l'ai non seulement vu, mais je l'ai joué plusieurs fois. Ouais, mais le best man, les parents, la cérémonie, quelqu'un qui s'oppose à la cérémonie. Pour moi, en tout cas, c'était moins surprenant dans la structure. À la limite, l'entrevue vidéo, il y avait quelque chose de drôle aussi dans le fait que la personne qui donnait l'entrevue avait vraiment un rôle de... Il prenait le pouvoir, il prenait le contrôle de l'impro. Puis ce qu'on aime en impro, c'est la contrainte. Il manquait beaucoup de contraintes dans ce show-là. Mais quand la personne dit « fais-moi une gazelle », on aime ça parce que tu as un dominé puis un dominant. Et cette relation-là, qui est très claire dans le moment de l'interview, était souvent un petit peu... elle se perdait au cours de l'impro parce que on ne savait pas on était où puis on ne savait pas qui était qui. Mais tu sais, quand tu as des relations claires, ça donne place à de l'humour efficace pour moi. L'impro du mariage, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas tant ça l'enjeu, en fait. C'est qu'il y avait genre du super bon bœuf, du super de bon pain, de la super bonne laitue, puis ils ont fait un super de bon burger. Puis ça, pour moi, il n'y a vraiment rien de mal là-dedans. Là. C'était vraiment dur à moffer. Là, Mais en même temps, il faut avoir une certaine petite base. Puis il y avait quelque chose de quand même virtuose. Moi, j'ai bien aimé les personnages secondaires comme les gars du Music Festival. Là, bon, ouais. C'était pas... Il y avait des bons flashs auxquels moi, j'aurais pas pensé. J'ai pas regardé ça de haut en me disant « je l'ai fait 100 fois, j'aurais fait ça ». Il y a des affaires qui me surprenaient. L'affaire avec la deuxième, c'était la salle de classe. La troisième, on part d'une anecdote de job. L'entrevue. L'entrevue, c'est ça. C'est un bon point de départ, mais c'est anecdotique puis c'est confus. C'était leur job de rendre ça comme universel, de dire, par exemple, les entrevues, ils n'ont même plus de contact humain. Tu te poses toi-même tes questions. Dans quel monde on vit? Qu'est-ce que ça veut dire sur notre société? Pourquoi j'arrive au dépanneur, je me dis moi-même que ça coûte 12,50, je paye 12. Il aurait fallu qu'ils élargissent. Ils ont essayé, là, mais c'est devenu super ballon. Là. Ça partait pas d'une... C'était zéro politique, mettons. C'était zéro social. C'était zéro... Mais donc, la question qui va nous amener ailleurs, selon vous, le problème de ce qu'on a écouté, est-ce que c'est les gars qui le font ou c'est le concept? Selon vous, là. Je vais dire, de mon avis, tu prends le même concept, 2 gars ou 2 personnes, parce que moi, ça me gossait qu'il n'y ait pas de filles sur le show, mais bon, mettons 2 personnes, bien dit, une impro de 45 minutes, tu peux faire mieux que ça. Par contre, tu peux te donner plus de chance en faisant une troupe avec plus de personnes. Parce que moi aussi, j'en ai vu plein des shows d'improv là, et à Toronto et à New York, puis souvent, sont entre 4 et 6. Puis comme tu dis, ça permet aux 2 personnes sur le banc de préparer la prochaine scène. Ça permet aux gens de ne pas jouer 6 petits personnages pas clairs en même temps. Mm-hmm. Ça permet d'arrêter de décrocher en courant partout puis en bougeant des chaises puis juste faire des vraies relations qui se tiennent. Fait que pourquoi pas le faire à 6? Pourquoi pas faire des plus petits sketchs puis s'en monter 3 par épisode puis se donner du lousse dans le montage? C'est ça, parce que moi, c'est ça que je me disais. Que pour moi, 40 minutes, j'ai trouvé ça... Au début, je trouvais ça audacieux. Après ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis après ça, en le regardant, j'ai fait... Moi, tu m'aurais fait 3-15 minutes punché que j'aurais pas fait... Ouais, mais tu sais, c'est pas des 45 minutes. Tu sais, je veux dire, ouais. ça reste une Christie de performance. Ouais. Même de faire une impro de 7 minutes, là. Ouais. Tu comprends? Pour les quelques fois où j'en ai fait, c'est moi à l'école de l'humour, mettons, là, on avait un cours d'impro où on faisait de l'impro, mais d'après moi, c'était assez lousse, là. C'était très hockey cosum dans un gymnase. C'était beaucoup de règles, tu sais. Puis c'était...
moi, après 3 minutes, des fois, j'étais comme sacrifice. Là, 7 minutes, c'est long. Fait que c'est ça. Moi, juste 7-10 minutes. Il aurait fait 4 impros de 10 minutes que j'aurais fait. Ça me prend une perle par impro, merci, bonsoir. Puis, clairement, ils ont l'intelligence de trouver, cette perle-là. Mais dernière affaire, moi, je pense qu'il manque un maître de jeu. Moi, si si je pouvais en produire un autre, là, mettons au Québec, j'essayerais ça avec une troupe, mais 2, quelqu'un qui a les rênes de ça. Parce qu'il n'y a rien de pire. Quelqu'un qui a du recul. Ouais. Il n'y a rien de pire que finir son impro soi-même. Regarder dans les yeux de ton partenaire sur scène faire « Et c'était ça notre show! » Pourquoi tu peux arrêter tout le temps? Et moi, pour répondre à ta question... Ding, 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 merci. Ou ding, stop, je veux voir ça. Moi, j'ai un point de vue tout à fait valable, vraiment. Mais peut-être que je suis naïve, mais le problème, c'est pas... C'est le style d'impro qu'ils ont choisi de faire. Dans le sens que faut que ça goûte tellement salé tout le temps. C'est des chips, là. Fait, faut que ça goûte plus que ça. Il y a tellement eu de surenchère que c'est sûr que c'était destiné à plafonner rapidement. Mais s'il avait assumé des silences, s'il avait commencé autrement... Je trouve que ça commençait tellement à 100 000 à l'heure. Moi, ce genre de concept-là, pour qu'il donne quelque chose qui est du génie, moi, j'ai Sophie Cadieux puis Antoine Vézina dans ma tête. Là, ouais. Qui se synchronisent, qui sont ancrés, qui sont et scénaristes, et metteurs en scène dans l'âme, et auteurs, et comédiens. Il faut qu'ils soient très, très bons. Eux autres, le début il y a beaucoup de mises en scène très mal choisies aussi dans le truc. Ils sont bons dans une affaire, c'est chier du gag, là. Mais c'est plus que ça pour moi de l'impro. Puis à 2, on avait deux clowns. Ça prend clown, metteur en scène, auteur. Ça prend plus que ça. Moi, je pense qu'il y aurait pu 2 très bons acteurs faire un 45 minutes enlevant, mais ça n'aurait pas été plus lol, plus lol, plus lol, plus lol, plus lol. C'est ça. Moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec le décrochage en impro si c'est assumé dans la forme. Je vais donner un exemple. Whose line is it anyway? J'écoute ça, puis les gars sont tout le temps en train de décrocher. Ils assument rien, mais on s'en crisse parce que c'est du liner. C'est très proche du stand-up. C'est une boîte d'objets. Tu fais un gag, un personnage, une image drôle. Puis si tu as un filon, tu vas chirer 30 secondes, 1 minute. Mais après ça, ça retombe tout de suite, tu vas t'asseoir. Puis l'espèce de justement ce mur-là, cette théâtralité-là est inexistante. Mais là, quand tu dis « nous allons faire une improvisation de 45 minutes », c'est comme « bienvenue au théâtre ». Mais à chaque 2 secondes, je vais te dire « hey, c'est pas du théâtre, on est juste 2 chums qui déconnent ». Fait que tu sais, ça à un moment donné, mais visiblement, il y a des gens qui adorent ça. Puis tu sais, je suis allé lire un petit peu, les critiques sont extraordinaires. C'est comme les gens, ils découvrent l'impro. Ben, exactement. Je pense que leur but était clairement d'amener l'impro plus grand public, essayer de rendre ça un peu plus accessible, entre guillemets, ce qui fait en sorte que je pense que les connaisseurs, comme vous, ont clairement vu ça un peu... Moi, j'ai trouvé ça un peu amateur, comme tu disais tantôt, parce que je lisais des entrevues pour m'informer sur le show, tout ça. Puis dans plusieurs articles, ils font référence à un autre duo d'improvisateurs. Le nom m'échappe malheureusement, là, je ne le retrouve pas. Mais c'est deux gars qui font du long form. Mais eux, à ce que j'ai compris, puis j'ai regardé quelques extraits, puis évidemment, je n'ai pas vu beaucoup, là, je ne veux pas me baser sur les quelques minutes que j'ai vues, mais ils se donnent le droit que ça soit lent, que l'histoire se construise tranquillement. Ils ne sont pas toujours dans le punch comme ces deux-là, parce qu'ils n'ont pas le choix d'être toujours dans le punch. C'est filmé, c'est capté, c'est pas des gars qui sont reconnus pour faire de l'impro. Fait qu'ils n'ont pas le choix, là. Ils ont quelque chose à prouver, c'est « let's go, il faut que ça punch, il faut que ça punch ». Tandis que moi, ce que j'ai vu des 2 autres, dont on fait référence beaucoup dans plusieurs articles, c'est que c'est long, puis à un moment donné, il y a un gars qui fait une ligne, puis là, tu fais « wow ». Ouais. Wow. Mais ça prend cette perle-là qui fait que le 40... quand c'est bullseye, une fois que des flèches. C'est sûr qu'en crissant dans le net 75, tu vas en rentrer 30, mais c'est dans le sens, ça ne veut plus rien dire. C'est ça. Puis moi, quand je regardais le show, je trouvais que il y a certains moments où il y en a un qui part sur une espèce de monologue, tu sais, puis je trouvais ça... Moi, même si c'était pas drôle, je trouvais ça comme Colin, c'est tout aussi impressionnant que avoir un petit peu de répartie, puis faire un petit punch, un petit callback de ce qu'il a fait tantôt, de partir et de parler tout seul, sans arrêt.
d'avoir une espèce de discours, puis que tout. Je trouvais ça intéressant. Je me disais, t'as pas besoin de puncher tout le temps. Moi, tu aurais pu juste improviser du théâtre. Moi, du théâtre improvisé, pour moi, ça serait aussi intéressant que de l'impro humoristique, personnellement. Juste par la... Ça va être snob, ce que je veux dire, là, et que ça va être snob. Mais c'est la différence entre goûter un gros vin rouge qui tâche, faire ça c'est bon, puis après goûter un vin nature qui fait ah mon Dieu, ça. Mais non, le vin nature, ça goûte le pipi de cheval, j'aime pas ça. Non, attends une minute, donne-toi 2 secondes. C'est comme développer sa papille artistique aussi, là. Quand t'en as jamais vu. Super snob, je comprends, mais il y a de quoi qui est moins sophistiqué, je trouve, tu sais. Mais ça, c'est snob. Anneli, juste te dire, tu es à ta 3e métaphore alimentaire. À 5, on gagne un prix. Je m'haïs. Bon, j'adore tes métaphores, sont bonnes. Là, je veux quand j'ai vu le 2e épisode, quand l'extraterrestre arrive, là, quand il s'en va dans de la porte, là, tu le sens qu'il ne sait pas trop quoi faire, avec puis là, ton poignet avec ça. Vous, en tant que Arnaud, tu l'as dit tantôt, tu as plus de 1000 matchs d'impro. Ça va l'air vraiment important que tu le mentionnes. Ouais. Après ça, tu as parlé de 15 ans. Juste te dire, au nom de tous ceux qui écoutent, on a compris. L'impro du mariage, tu aurais dû la faire de A à Z. Tu dis que j'ai 1000 matchs d'impro, c'est parce que c'est pas rien, là. Je sais. Non, mais c'est vraiment impressionnant. Mais ce que je veux dire, là où je veux aller, là, je veux rentrer un peu dans les anecdotes, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'imagine que oui. En 1000 matchs, j'imagine que ça a dû arriver une couple de fois. Hein? Oui. Parce que 1000, c'est quand même c'est 10 fois 100. C'est quand même beaucoup. Non, mais comme est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà été cette personne-là qui a amené quelque chose, puis tout de suite, tu fais « Mais qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de mettre tout le monde dans la merde. » Puis quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Anne-Elisabeth, mettons. C'est comme dans un restaurant. C'est pas vrai, je suis pas de métaphore. Non, mais quand ça arrive, disons, quand quelqu'un, tu fais que t'es dans... Je me rappelle d'une impro, je fais une femme qui arrive chez son avocat parce qu'elle va divorcer son mari, puis je décide de le faire vraiment comme c'est le père de ses enfants, ça va vraiment être difficile. Et la personne qui fait l'avocat est complètement clownesque. On n'est pas dans le même sketch. T'as comme 2 choix, je pense. Mettons, il faut que tu sacrifies la narration de ton histoire ou il faut que tu sacrifies ton personnage. Ou tu t'ajustes à l'autre, puis là, on rentre dans cette affaire-là. Ou tu gardes ta proposition, comme disons l'extraterrestre. Là. Tu restes devant l'extraterrestre. « Oh mon Dieu, un extraterrestre! » C'est donc bien rochant. Tu vis la situation pour de vrai, puis tu regardes où ça mène. Puis là, ça mène, l'autre te synchronise avec toi, puis il joue l'extraterrestre, puis il commence à devenir un petit peu plus dans la situation. Ça va devenir ça qu'on va suivre. Puis là, on va abandonner un peu ce qu'on a semé avant, mais on va créer un autre moment. Fait que c'est sûr qu'il y a un abandon. Il y a un choix à faire. Ou tu te sacrifies, ou tu sacrifies ce que tu es en train de construire. Je pense. Moi, j'utiliserais la métaphore de, tu sais, si écrire une impro à 2 ou à 3 ou peu importe, c'est un peu comme construire une maison. Tu sais. Ouais. Les premières lignes sont super importantes parce que c'est la fondation que tu installes. Tout ce que tu dis au début, c'est des vérités en impro. C'est le fameux oui et. Là. Il l'explique d'ailleurs. Là. Fait que tout ce que tu dis au début, c'est très important parce que tu installes tout. C'est ce qu'ils font un peu avec le crowdwork, ou avec la première scène. C'est crucial, les personnages. Tu sais. Et là, dans le cas de l'impro 2, particulièrement, la fondation de ton impro est non seulement dégueulasse, mais on ne sait pas qui on suit, qu'est-ce qui se passe. Fait qu'à un point, moi, mon réflexe, là, tu construis là-dessus, là, puis c'est en train de s'écrouler, ça serait de retourner à la fondation puis d'essayer de faire là, t'es l'extraterrestre, à la limite, là, tuer l'extraterrestre, là, c'était juste une joke. Là. C'est qui le personnage principal? C'est la fille avec ses 2 enfants. Reviens à elle. Mais tu peux-tu faire ça? Ben oui, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux créer un mur. Tu peux ouvrir une fenêtre. Tu peux faire... Mais est-ce que... Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est mal vu? Est-ce que c'est considéré comme cheap de faire... c'est un extraterrestre? Non. OK, on fait autre chose. Ouais, c'est sûr que de le tuer, ça serait pas la meilleure manière de le faire. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que tu essayes... Mettons, est-ce qu'il aurait pu juste faire comme « Ah, regarde, je vais barrer cette porte-là, on y retournera plus jamais, on passe à autre chose. » Moi, ça m'aurait fait rigoler à la limite. Oui. Mais l'extraterrestre aurait pu dire, par exemple,
j'ai vu avec mes pouvoirs d'une autre planète que ce personnage-là a besoin d'attention, tu sais, quitte à continuer à être décroché, mais à utiliser ce personnage-là pour redonner le tribut, puis là, courir sur sa chaise, faire « Ah, comment je m'appelle? » Puis là, évidemment, on l'a vu, là, mais je pense que à un moment donné, il faut travailler pour l'histoire. Puis comme Anneli en a parlé tantôt, il faut mettre un petit peu l'ego de côté. Ou sinon, c'est d'embarquer dans une chaire avec un personnage puis se dire, ben regarde, fuck it, on reconstruit de là, puis on scrape cette maison-là, puis on en reconstruit une autre, mais suis-moi, puis on embarque. Tu sais, juste embarque. Parce qu'à un moment donné, si tu es déjà en mode, hey, j'y crois pas, je m'en calisse, puis ça paraît dans tes yeux, ben là, le spectateur, il le voit, là. Puis il n'y a rien de pire pour un spectateur que voir un improvisateur qui n'est pas en contrôle. C'est ça. Ben, moi, épisode 2, c'est le thème pour moi de l'épisode 2. Quand tu n'es pas en contrôle, 2 secondes, c'est excitant parce que tu te rattrapes en disant « Je sais pas c'est quoi ton nom, haha, on fait une joke avec ça, mais je reviens dans l'histoire. » Là, c'est comme « Ah, ils improvisent, mais ils sont bons. » Mais quand tu n'as pas ce contrôle-là, c'est juste battre trippant, tu sais. Mais c'est comme quand on voit de l'humour aussi, un stand-up, puis la personne elle peut dire « Eh mon Dieu, ça n'a pas ri celle-là, hein? Mon Dieu, je ne regarderai pas dans... » Tu sais, quand la personne se décompose devant tes yeux, moi, je pense qu'il faut toujours garder sa superbe. Tu peux 2, 3 fois faire comme « OK! » Mais tu peux pas constamment te bâcher en commentant le fait que ça ne lève pas. Garde ton sketch, garde ta superbe, fais ton affaire, puis braille dans les loges. Braille-moi pas devant. Je sais pas que c'est la même affaire qu'un danseur qui va se garrocher en bas de la scène. Je vais faire « Oh mon Dieu, il va mourir! » Je veux pas... C'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça, je l'ai vécu beaucoup à faire des shows avec d'autres. Mettons, tu vas assister à une soirée d'humour ou quelque chose dans un bar, puis il y a quelqu'un qui va faire un nouveau numéro. Puis là, il y a un gag sur 2 qui ne rentre pas, puis à chaque gag, il fait... Là, ça rit. Puis là, il sort de scène, puis il fait « Ouais, c'était pas si pire. » Tu fais « Ouais, c'était pas si pire parce que tu as juste accusé à quel point t'es pas bon. » Tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, ça m'est arrivé de le faire. Ouais, ce gag-là, c'était pas le meilleur. Mais si ton humour est basé sur le non-humour, à un moment donné, il y a un problème. Puis c'est pour ça que moi, ça m'a... Un moment de décrochage, mettons, dans les 3 épisodes, là, mettons, un moment de décrochage complet, là, j'aurais trouvé ça intéressant, puis à la limite, ça m'aurait comme un peu, justement, tu sais, l'espèce d'émotion, en fait, l'espèce de stress que je voyais de temps en temps, l'espèce de stress que je vivais quand je voyais qu'il n'était plus en contrôle, ça m'a intéressé, mais là, il y en avait trop. À un moment donné, puis comme je disais tantôt, j'ai l'impression que c'était genre, il s'accotait d'un corps, là, disait, là, je ne sais plus qui je suis, toi, tu ne sais plus qui t'es, non, moi non plus. C'est qui l'autre tantôt? Ah oui, Max, c'est ça son nom. C'était pas... Ah oui, OK, c'est bon. OK, on retourne. Donc, tu sais... C'est épuisant. Ils auraient peut-être gagné à avoir un code à un moment donné de... Tu sais, comme les espions, là, la pilule d'arsenic, là, faire comme « Hey, quand ça va pas, amener les deux, pow! » Puis là, ouais, on est réincarné dans une nouvelle affaire. Tu sais, ça aurait été complètement cousu de fil blanc. Là, on aurait vu... Mais tu sais, plutôt que de se désespérer pendant 30 minutes, ça aurait été plus payant de dire « C'est ça, coupé. » On repart. Mais je veux juste vous dire que l'impro, l'épisode 2 là, des fameuses chaises, on serait allé voir ça les 3 à New York, une soirée sans attente. Moi, je serais sorti de là en disant c'était bon. Là. C'était vraiment bon, là, l'impro du Law School. Ils sont drôles. Il y a eu des moments de génie. Bon, l'extraterrestre l'a échappé. Mais là, l'affaire, c'est que, puis ça revient à la nature même de l'impro, on en parlait tantôt, c'est que là, tu mets ça sur Netflix, man. T'es tentes le show de Jerry Seinfeld, puis tu comprends? C'est comme aussi le cadre de cette affaire-là. Tu es dans une prod super bien faite. La réal, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai trouvé ça slick. Je suis pas un fan d'impro filmé, mais là, je trouve que la caméra était juste assez nerveuse, assez organique. On voyait la scène, mais on avait quelques close-up. Je trouvais que la réalisation soutenait super bien le jeu. Mais ça reste que tu es sur Netflix. L'attente d'un show d'impro versus l'attente d'un show d'impro sur Netflix. Je dis pas que c'est la même attente qu'un special d'humour sur Netflix, mais Chris, t'es sur Netflix. Puis pour moi, c'était pas... La qualité à côté, malheureusement pas. J'aurais voulu bien plus que ça aimer ça. Puis moi, je suis dans l'équipe que l'impro, c'est un art à part... un art complet. C'est pas un sous-genre. Pour moi, l'impro, c'est quelque chose qui existe. Ça a le droit d'exister. Mais là, quand tu le filmes, il faut que tu composes avec le fait que là, ben, c'est éternel.
Là, on voit juste les estis d'imperfection. C'est pour ça que je questionne l'impro filmé, puis j'ai pas une réponse absolue là-dessus, mais je trouve que ça rend malheureusement pas tant que ça justice au génie puis au plaisir d'un match d'impro. Il y a quelque chose avec l'impro qui relève de la fausse bonne idée tout le temps. C'est plate parce que moi aussi, je suis une grande défenderesse de l'impro, tu sais, puis moi aussi, je trouve que c'est un art à part entière. Mais c'est comme quand on arrive chez un diffuseur et on veut refaire Friends. C'est parfait, ça marche. Ça ne marchera jamais. C'est de la fausse bonne idée. Mais je comprends qu'on y rêve encore. Je comprends qu'on le propose encore, mais c'est vrai que ça marche comme jamais. Ben, écoute, parlant d'art à part entière, ça m'amène à une question que je voulais vous poser. Ces deux gars-là, ces deux gars qui ont une belle carrière quand même, c'est pas des méga stars, mais Middleditch, il a joué dans une série qui est très bonne d'ailleurs, qui s'appelle Silicon Valley. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, c'est excellent, c'est très bon. L'autre, Schwartz, c'est un acteur, il a joué dans Parks and Recreation. Ouais. C'est deux gars qui ont, en anglais, ils disent des credits. Là, je veux dire, ils travaillent, tout ça. Donc là, ils se lancent dans ce projet-là sans, comment dire, sans sentiment d'urgence, peut-être. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ils vont avoir des rôles, ils vont avoir une carrière, puis ils vont bien. Est-ce que pour faire de la bonne impro, il faut que tu n'aies rien d'autre? Genre. Parce que moi, je sais que pour commencer en humour, la première chose que je dis à tous les jeunes humoristes, c'est si tu as un autre job, si tu as un filet, si tu as un plan B, oublie ça. Ça prend ce sentiment d'urgence-là, ça prend cette fin-là. Et vous qui avez fait de l'impro et qui, aujourd'hui, ont des carrières florissantes, est-ce que vous le sentez maintenant, si vous en refaites de l'impro, est-ce que vous le sentez, ça, que même si je n'ai pas la meilleure idée au monde, ça va bien aller, mes affaires? Ben, je pense que c'est différent aussi aux États-Unis. Je pense que aux États-Unis, l'improv, c'est des petites troupes souvent dans des villes. Puis ces gens-là veulent aller faire SNL. Puis après ça, de SNL, tu veux devenir un acteur comique. C'est comme si l'impro était souvent un passage vers le stand-up. De ce que je comprends, là, peut-être pas tout le monde a sa démarche là-dedans, mais il y a une espèce de chemin. Au Québec, je pense pas vraiment que les gens s'inscrivent à une ligue d'impro pour devenir humoriste tant que ça. Je sens que comme c'est une discipline qui est peut-être plus... C'est une bonne distinction à faire, en effet. Peut-être. Mais moi, je vois l'impro. Je pense qu'il y en a qui font la LNI pour que ça élève par là aussi. Moi, je pense qu'il y en a qui souhaitent que ça soit un tremplin, là. C'est pas du divertissement pour tout le monde. C'est pas... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en tout cas, mais pour moi, l'impro, c'est comme je le disais tantôt, c'est un truc à part entière. Tu sais, puis c'est quelque chose de. Le match d'impro fini, puis c'est fini. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas. Mettons, moi, j'en ai jamais parlé encore, mais j'ai 1000 matchs d'impro dans le corps. Tu sais. Ah oui? 1000? C'est comme avoir 1000 plats, 1000 recettes, 1000 gâteaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que si tu fais beaucoup d'impro, tu vas développer des skills de scène. Tu vas développer des skills comiques. Tu vas aussi développer sûrement des mauvais réflexes de scène. Ça, c'est une autre chose. Mais en tout cas, bref, ça se traduit en expérience, tout ça. Je ne sais pas c'est quoi le but de ces gars-là avec ça, carrière-wise, il faudrait leur demander. Mais en tout cas, pour moi, c'est distinct. Tu peux être le meilleur improvisateur, être à chier en stand-up, vice-versa. Tu peux être les deux. Ça peut se nourrir dans ton processus créatif, mais je ne le vois pas comme l'impro mène à quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que tu as une réponse, on dirait que c'est une part de mon affaire. Puis j'ai le goût de compléter par le côté, comme toujours, plus émotif de l'affaire. Là, tu sais. Mais c'est pas l'affaire en impro de ne pas avoir de plan B puis d'arriver avec le feu en dessous de tes fesses. Parce que quand tu es trop volontaire, c'est pas regardable non plus. Si tu arrives sur l'improvisoire en disant « This is my moment to shine », je t'arrête. Sur l'improvisoire? Sur l'improvisoire, sur la scène. Tu arrives sur l'improvisoire. C'est l'intérieur des bandes à la LNI, c'est l'improvisoire. À côté du barillet? T'as un barillet. OK, tu connais vraiment pas ça. J'oublie que tu connais pas ça. Je ne connais rien. Non, mais tu le sais, c'est comme si tu dis « Ça va être mon heure de gloire ». Tu pars avec les attentes ici. Tu pars de l'extérieur. Tu n'es pas à bonne place. Puis, il faut y aller avec vulnérabilité.
c'est ça que ces gars-là n'ont pas, de la vulnérabilité. Ils sont allés pour montrer qu'ils sont virtuoses, qu'ils font de la prouesse, mais ils ne sont jamais allés montrer pour rien qui pourrait les mettre en danger, d'une part. Puis pour avoir de la vulnérabilité, ça prend de la détente. Ce qui explique qu'un comédien qui travaille, parce que quand il arrive à l'audition, il a le moyen d'être détendu parce qu'il a de l'argent pour payer son loyer. Puis qui dit détente, dit vulnérabilité. Tu comprends-tu? C'est pour ça que plus tu travailles, plus en audition, t'arrives l'autre qui est trop déguisé, qui veut faire des scènes d'émotion pour montrer l'étendue de sa palette. Il n'est pas dans la situation, il est là pour il est là pour se montrer lui, tu sais. Il est capable d'amener sa clarinette parce qu'il joue de la clarinette, il veut montrer qu'il est capable de jongler en même temps, tu sais, il n'est pas dans une situation. Fait que moi, je pense que pourtant, ils ont des carrières, ils auraient eu le luxe d'être vulnérables, c'est juste pas leur tasse de thé. C'est pas la mienne, c'est pas ça, moi, c'est pas mon bag. Je pense que ça m'allume que pour moi, ce que j'aime de l'impro, je pense, c'est l'échec. Puis, je trouve ça bizarre de me montrer. Qu'est-ce que tu veux dire que ce que tu aimes de l'impro, c'est l'échec? Ce que je trouve fascinant de cette affaire-là. Le risque de l'échec ou l'échec? Un peu des deux, dans le sens où, oui, le risque de l'échec, comme tu disais, quand tu regardes une impro, là, ou même quand moi, je joue une impro, puis que je le vois, le vide, là, moi, ça me fait sentir bien vivant. Il y a une adrénaline qui vient avec ce danger-là de tout va s'écrouler, puis on va peut-être se planter. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment excitant là-dedans. Ben oui. Puis par définition, un match d'impro, c'est de l'échec. Tu sais, c'est pas que ça, mais c'est l'échec qui fait que c'est vivant. Tu sais. Et je sais pas à quel point c'est pertinent ou c'est... Je sais pas comment le dire. De le montrer, ça, sur Netflix, cet échec-là. On dirait que les gars, ils avaient tellement peur de se planter qu'ils ont juste... Ils ont jamais... Ils ont backé. Ils ont jamais vécu ce moment-là où est-ce que, comme Anneli disait, arrêtons-nous une seconde, se regarder, ce silence-là. Peut-être qu'il y en avait, puis qu'ils ont tout enlevé au montage. Peut-être. Là, il nous manque des informations, tu sais, pour... Bien, clairement, parce que c'est... Clairement, le spectacle, le special dure 45 minutes. Clairement, il était sur scène plus longtemps. En tout cas, j'espère pour le public qu'il était là plus longtemps que 45 minutes. Ou ils en ont fait 2 back-à-back qui se sont changés comme... je sais pas comment ils l'ont fait. Possible. Mais comme je te dis, je sais qu'ils ont tourné 4 shows. C'est tout ce que je peux dire. Mais on a mentionné depuis le début impro, stand-up. Moi, je ne fais que du stand-up dans la vie. Vous deux, vous faites les deux. Anne-Elisabeth, depuis pas très longtemps. Oui, j'ai pas beaucoup d'expérience en stand-up. Non, mais j'ai essayé j'en fais. Tu as plus d'expérience en stand-up que moi, j'ai d'expérience en impro. On peut-tu dire ça comme ça? T'en as pas fait. Oui, on peut dire ça. Voilà. Question la plus simple possible. Lequel des deux est plus difficile? Stand-up. Pourquoi? Stand-up. Pourquoi? Ben parce que c'est vrai que l'impro, tu bénéficies de... Les gens te voient créer sous leurs yeux, sont vraiment plus cléments, d'une part. Puis, moi, j'ai plus de facilité avec le lâcher-prise de l'impro. Je suis capable, l'état dont je parle que j'aime, je suis capable de me mettre dans une espèce de place où je suis dans le moment présent, puis je vais écrire quelque chose. Il y a quelque chose qui se place en moi. Mais des fois, non, là, mais on dirait que je suis capable de composer que ça. Le stand-up, moi, je suis de celle qui veut que ça soit au quart de tour. Oui, je suis plus confortable à faire « let's go, on y va ». C'est comme c'est comme un trip de drogue un peu pour moi, là, tu sais. Mais le stand-up, j'aime ça quand ce que je présente est présentable. J'ai beaucoup de misère avec le rodage parce que moi, j'en dirais que je fais ça tac, 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 comme au théâtre, tu sais, c'est à la virgule près, puis je dis tout le temps la même affaire, de la même place. Je vais essayer de maximiser la joke avec la bonne musique, puis le peu que j'en ai fait, c'est prétentieux, là, mais... Fait que quand ça ne marche pas, ça m'attaque tellement plus profondément parce que j'ai pensé à mon affaire. Puis je me suis... Ah, c'est intéressant. Ça. Toi, Arnaud? Comme créateur qui a 1000 Moi, je veux dire, ça fait près de 15 ans que je fais du stand-up. Combien de shows? Oh, Seigneur. Plus que 1000? Plus que 1000? Eh oui. Vas-y, parle, je vais essayer de les compter. Beaucoup plus que 1000. Oui, c'est ça. Attends, mais sans farce, le stand-up, pour moi, ce qui est magique d'un bon stand-up, c'est la qualité d'un angle humoristique. Tu sais, moi, c'est ça qui m'excite le plus quand j'écoute un stand-up. C'est vraiment de dire, il parle ou elle parle de quelque chose
que tout le monde connaît. Donc, on a tous un référent et tu vas y mettre une lumière unique. C'est ça qui m'excite, qui rend cette forme d'art-là, pour moi, encore tout aussi excitante à découvrir pour moi à chaque jour. C'est parce qu'on réussit à parler de quelque chose d'une nouvelle manière. Tu sais. Puis moi, pour moi, en impro, malheureusement, ça va rester... Ben, malheureusement, c'est pas malheureux parce que j'adore ça, mais c'est comme de comparer un cool brainstorm, des vraiment cool sketchs, des brouillons vraiment hot à une œuvre, une toile comme qui a été repeint, puis verni, puis tout ça. Puis pour moi, j'ai plus de respect pour avoir fait les deux. Là. J'ai plus de respect pour un grand moment de stand-up que pour un grand moment d'impro. Moi aussi. Mais un n'enlève pas de la qualité à l'autre, c'est juste pas la même chose. On les consomme pas de la même manière, on les joue pas de la même manière. Et je vais par contre sortir d'un match d'impro des fois beaucoup plus heureux en ayant payé 10$, en ayant ri sans attente, en ayant été vraiment diverti, puis en ayant vu des petites perles, que sortir d'un stand-up parce que évidemment mes attentes étaient plus élevées. Où est-ce que finalement j'ai trouvé ça pas si original, j'ai trouvé ça plein de compromis, j'ai trouvé ça mécanique, j'ai pas eu de magie. C'est comme Anne-Élisabeth disait, il y a un côté, le côté stressant de l'impro, du fait que c'est sans filet, c'est là, puis quand c'est sorti de ta bouche, c'est fini. En stand-up, tu as le contraire, tu as la préparation, comme tu disais tantôt, puis en toi, en tant qu'artiste, sur scène, tu as l'impression de... En plus, si tu as le temps de te préparer et que ça ne marche pas, Colin, ça fait mal encore plus. Puis il y a de quoi avec le prix de l'entrée aussi. Il y a quelque chose avec l'impro, c'est jamais vraiment à haut de 10$. Là. Fait qu'on dirait que ça aussi, ça inconsciemment, je pense, ça joue. Pas que les soirées de rodage, c'est pas si cher non plus, là, mais en tout cas, tout ça fait partie de ce que j'appellerais l'attente. C'est que ça soit le prix du billet, que ça soit même à la limite, tu sais, j'écoutais ton épisode, Simon, où est-ce que vous parliez du show de Seinfeld, puis dans la conversation, vous parliez de Laurent, il aimait ça se faire présenter au bordel en disant, quand le public se fait dire par l'animateur, il vient casser des jokes. Cette phrase-là est super importante en impro. Tu sais, voilà le deal, le contrat avec le public en impro, super important. Bienvenue à l'impro. Bienvenue à l'impro. C'est quoi ton nom? OK, tu fais ça. On parle l'impro. Déjà, juste ça, super fun. Super fun. C'est pas obligé d'être bon, on a déjà du fun. Il vient casser des jokes. Super fun. Moi, mais encore là... Ah oui, non, mais clairement, de mettre la table à quelque chose, de baisser les attentes, je veux dire, c'est un principe fondamental. Mais je veux juste revenir... C'est intéressant, Elisabeth, parce que tu disais, à ce que je comprends, quand tu fais du stand-up, l'impro, tu ne l'utilises pas tant que ça. Tu utilises beaucoup plus ton expérience de comédienne. Vraiment. Puis c'est mon plus grand défaut. C'est quand même intéressant. Oui, bien, je pense que c'est parce que c'est mon côté anxieux puis contrôle freak qui ressort. Puis je pense que j'ai commencé à faire de l'impro au cégep comme quasiment thérapeutiquement pour me... Puis sortir de ta coquille un peu, sortir de mon contrôle, tu sais. Okay. Fait que là, quand je rentre en stand-up, ça accentue beaucoup cette partie-là de moi parce que ça me sécurise. Sauf que ça laisse pas vraiment de place à... Si quelqu'un fait une crise cardiaque devant moi, au théâtre, j'ai pas besoin de l'accuser. Si quelqu'un fait une crise cardiaque devant moi, au bordel, il va falloir que je fasse... Oh, là, elle fait quelque chose. Je suis pas habituée. Je sais pas il faudrait que je réunisse les deux, que je garde quelque chose en dedans de moi qui est vivant, là, qui est tiède, qui est beau, qui est le fun, puis il y a quelque chose qui sait où s'en va. Mais là, on dirait que je me réfugie tellement là. J'aimerais ça être plus reggae. Plus composer avec ce qui se passe. Si mon verre d'eau tombe, moi, je vais complètement fourrer. Là. Je vais faire comme... C'est comme si j'ai deux switches. Clairement, c'est de l'expérience. C'est ça. J'ai absolument aucun espèce de doute qu'avec l'expérience, tu saurais totalement comment gérer ces situations-là. Mais en même temps, même moi, je suis pas bon pour faire ça. Puis ça fait quand même un bout que je fais ça, là. Mais, il y a un moment dans le show où est-ce que je pense que c'est dans l'épisode 3 quand ils sont aux toilettes. C'est super niaiseux, mais tu sais, comment tu te torches, toi? Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ils se mettent à vraiment jouer, c'est physique. Mais là, on dirait qu'ils prenaient leur temps un petit peu d'explorer ça puis de vraiment niaiser avec leur corps. Puis, tu sais, je trouvais que les deux étaient quand même relativement bons dans le côté physique, un peu burlesque de la patente. Tu sais, il y avait quand même
des bons skills. Uh-huh. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais apprendre à intégrer dans mes stand-up un peu plus. L'espèce de fun, de juste, en impro, là, juste installer un personnage qui est drôle avant même d'avoir parlé, dans son corporel. Tu sais, un humour corporel, comment prendre la scène, marcher. Simon, je trouve que tu le fais super bien, comment tu découpes bien tes act-out quand tu joues, là, tu sais, c'est précis, mais pour moi, ce chemin-là, il peut venir de l'impro, de s'amuser sur scène. C'est parce que l'impro, c'est aussi un baromètre de qu'est-ce qui est drôle. Tu sais, le public, il ment pas. Là, Absolument. Tu vois vraiment, c'est là que ton clown scénique peut vraiment se clarifier. Tu sais. Puis je pense que là, en regardant ça, moi, j'étais jaloux des gars qui font juste niaiser sur scène en faisant semblant de se torcher. Puis là, ils prenaient leur temps quand même. Puis en tout cas, il y a quelque chose que je trouve que là peut se transposer en stand-up. Mais tu sais, c'est comme... Toi, mettons, je te pose la même question qu'Anneli, la place de l'impro dans ton travail de stand-up, tu le qualifierais comment? Ça a pris du temps. Pour moi, c'était important quand j'ai commencé à faire du stand-up de vraiment séparer les deux choses. Je voulais pas... j'avais un immense respect pour le stand-up. J'ai encore un immense respect pour le stand-up. Puis je voulais pas arriver... J'ai vu du monde, je n'aimerais pas personne, j'ai vu du monde passer de l'impro à un open mic avec la confiance d'un gars qui gagne des premières étoiles en impro. Là. Blindé, genre, hey, j'ai écrit une couple de jokes, mais je vais surtout montrer mon charisme. Et ça marche pas en open mic. Même que c'est l'affaire la plus triste au monde. Voir un ego s'écrouler en 5 minutes sur scène. Mais, fait que moi, je voulais arriver sur scène avec quelque chose de préparé. Tu sais, vraiment des jokes. Fait que j'ai vraiment coupé la place de l'impro dans mon travail pendant mettons, ma première année que je faisais ça, jusqu'à ce que je commence à animer. Et en animation, là, j'ai réussi à ouvrir un peu cette porte-là de ce que j'aime dans l'impro, finalement. Tu sais, ce que je fais beaucoup en impro quand j'anime ou tout ça, c'est que je me mets des contraintes moi-même. Tu sais, je m'arrange pour installer comme un peu les prémices de ce que je vais dire, puis je me mets dans la marde, puis ça, le public aime toujours ça, voir ça. Fait que j'essaie de l'utiliser dans mon spectacle. Il y avait, je dis il y avait, parce que je ne sais pas si quand je vais le représenter dans 6 ans, ça va être la même chose, mais il y avait des moments improvisés où est-ce que, encore là, c'était un peu des canevas, mais je pense qu'il y a manière que ces deux mondes-là se communiquent. Là. Qui vous trouvez qu'il fait bien, ça, passer du smooth impro à tac, mettons? Sugar Sammy, c'est sa marque de commerce. Il le fait extrêmement bien. Mike Ward, c'est un bon improvisateur. Il le dit pas, là, mais il est très habile pour comme, parler au monde. Présent, puis, Les gens qui animent beaucoup, tu sais, des Nives, François Bouliane. C'est ça, tu sais, en humour, c'est que l'impro devient souvent ce qu'on appelle du crowd work. Ça veut dire que tu vas réagir à ce que les gens dans la salle vont répondre quand tu leur poses une question. Puis moi, ça, j'ai tout autant de respect pour ça parce que je suis incapable de faire ça. Non, hein? OK. Pour moi, il y a une différence quand même entre le crowd work et l'impro sur scène parce que j'ai vu souvent des humoristes mais ils disent mal un mot, ou ils se trompent, ou il n'y a pas une réaction, puis eux, ils partent pendant 4 minutes à se parler tout seul, puis c'est hilarant, puis tu fais comme sacrifice, mais d'où ça sort? Ouais. T'as raison. Pour moi, les deux, les deux sont tout aussi impressionnants à mes yeux, mais c'est deux styles différents, c'est deux situations différentes. Quand j'accroche vraiment, là, j'ai remarqué les dernières affaires que j'ai consommées, c'est quand il n'y a pas d'impro, tu vois. Comme là, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Eliza Schlesinger. J'ai regardé tout ce qu'elle fait, coupé au couteau. Elle fait des petits personnages, elle est tout le temps pareil. Elle a des démarches. C'est que ça l'a fait 4 pas à gauche, c'était 4, c'était pas 5 pas. Il y a quelque chose qui m'impressionne tellement, mais en même temps, je dis ça, puis c'est très mouvant, là. Très saveur du moment. Là, je pourrais pogner quelqu'un qui fait de l'impro dans 2 semaines en regardant le stand-up. Ah non, c'est ça que j'aime dans le fond. Mais je sais que dernièrement, j'ai bien accroché sur la théâtralité comme coupé au couteau. Ouais. Mais c'est ça. Les deux, comme tu dis, c'est des pommes et des oranges après. J'avais fait un concept.
J'avais créé un concept pour le Minifest à l'époque, puis je l'ai refait, puis j'ai donné la soirée à Sam Tétrault, mais ça s'appelait Stand-up improvisé. Puis c'était vraiment fortement inspiré de Stand-up Without a Net, qui existe aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment un hybride, pas mal l'hybride le plus pur, je pense, entre le stand-up et l'impro. C'est-à-dire que tu as des prémices de blagues qui sont lancées par le public. C'est vraiment des what if, là, c'est-à-dire que c'est comme imagine. Je pense que tu as, mettons, imagine que, je sais pas, les Olympiques sont interdits. Je dis vraiment de la merde, c'est pas une bonne prémisse. Mais. Non, attends. Ouais. OK, on le fait. Mais imagine que, je sais pas, les chiens parlent. N'importe quoi, là, tu sais. Mais fait que c'est vraiment des prémices claires. Puis là, tu pars en stand-up là-dessus, en impro. Puis il y en a des bons là, sur YouTube, là, Stand-up Without a Net. Fait qu'on l'avait fait, stand-up improvisé. C'était des thèmes du public qu'on avait juste filtré un peu pour enlever les trucs extrêmement pas drôles et vulgaires. Là. Mais on pigeait des thèmes où ils étaient projetés sur un écran. Puis on partait en stand-up. C'était vraiment cool comme soirée. Le meilleur... improvisé. Ouais. Le meilleur de la soirée, ça avait été Roman Fressinette. Il était extraordinaire. Ah ouais. Roman était extraordinaire. Il y avait des moments de pur génie. Puis il y avait évidemment des moments très, très pas drôles. Mais c'était cool. Puis on l'a refait une couple de fois. Je pense qu'il y a quelque chose dans cet hybride-là qui peut être le fun. Mais encore là, ça marche parce que la prémisse est claire. Les gens viennent voir un show de stand-up improvisé. Mais en tout cas... Consensus, oui. Mais toi, en ce moment, pendant le confinement, Arnaud, tu as fait plusieurs des lives Instagram où justement tu improvisais comme ça. Oui. Pendant, si je ne m'abuse, 1 heure, pas loin. Pas mal 1 heure, oui, chaque soir. C'est ça. Comment tu as vécu ça? Est-ce que c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour toi? Comment tu as géré justement... Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a marché? Qu'est-ce qui a fait en sorte que... Est-ce que c'était ce sentiment d'urgence-là, justement, de faire comme... Ça peut pas être bon? Oui. Ben, en fait, je pense qu'il y a plusieurs affaires. La raison pourquoi j'ai commencé à faire ça, c'est un peu comme tout le monde. Je pense que j'avais le goût de créer de quoi, puis on était avec les délimitations de distance puis technologique. Je voyais tout le monde faire des lives, puis je cherchais un peu l'angle parce que pour moi, juste jaser avec des humoristes, on l'a vu, là, mais tu sais, c'est pas grave, là, les gens peuvent continuer à le faire, puis ça peut être intéressant, mais puis l'idée du personnage m'est venue à une soirée parce que j'essayais de voir comment prendre les fonctionnalités du live Instagram puis utiliser un petit peu ces contraintes-là, ces codes-là, puis l'exploiter à son meilleur. Puis sur Instagram, tu peux faire des appels. Tu sais, tu peux aller rejoindre n'importe qui du public ou tes amis, puis ça devient comme un duplex dans l'écran. Puis j'étais comme « Ah, ça serait cool de faire une genre de ligne ouverte. » Je suis juste parti sur l'idée du gars du 8-1 qui diagnostique les gens chez eux, tu sais, qui prend les... Mais au début, j'étais comme ça va être du monde du public, tu sais. Ben, c'est-à-dire juste des gens qui regardent le live. Mais là, rapidement, mes amis humoristes se sont mis à embarquer. Tu sais. Julien Lacroix est arrivé en personnage. Puis là, j'étais comme, Christ, c'était drôle. Là. Parce que c'est du monde qui sont capables d'improviser. Fait que là, je me suis dit, comment utiliser cette idée-là d'une ligne ouverte? Mais là, j'ai mon personnage qui tire le tarot. Mais là, j'ai mon personnage qui... Fait que... mais la vérité, c'est que pour moi, sur 1 heure, ces vidéos-là, c'est la même chose. Il y a 7 minutes bien bonnes. Même pas. Il y a 3 minutes super bonnes. Il y a 10 minutes écoutables. Puis le reste, ça a un certain replay value pour des gens qui trippent sur le processus. Puis j'ai mis en ligne la plupart, pas toutes, là, mais j'ai mis en ligne en intégrale parce que je me dis, regarde, ceux que ça intéresse, mais c'est de l'impro filmé, là, tu sais, je veux dire. Je ne mettrais pas ça sur Netflix, là, on s'entend. Non, je comprends. Mais pour moi, c'est intéressant. Mais pour toi, est-ce que tu sentais... Excuse-moi, je te coupe parce que j'essaie de faire un lien avec ce qu'on a écouté avec Middleditch and Schwartz, c'est que tu sens beaucoup dans cette émission-là que les deux veulent puncher. Les deux, tu vois, ils sont conscients qu'il faut que ça soit punché, il faut que ça soit drôle, il ne faut pas qu'il y ait de longueur. Puis je me demande, moi personnellement, un bon improvisateur qui va donner la place au puncheux, entre guillemets, ou qui va comme, je vais utiliser le mot setup, là, qui va setuper quelqu'un. Ouais. Est-ce que je me trompe que c'est tout aussi important
même si ça peut être un peu... t'es pas Voire celui plus qui punch. important. Tu sais, dans Dieu Ben, c'est merci, ça, là, tu sais. dans Dieu merci, c'est l'invité qui a jamais fait d'impro qui punch parce que le straight man, il fait « Hey, dis-moi donc, c'était quoi que ça voulait dire ton tatou? » Peu importe ce que tu vas dire, là, ça va être drôle parce que le setup il est bon, tu sais, dans le Mhm. sens... Souvent, les moments les meilleurs dans mes lives Instagram, c'est quand les gens comprenaient c'était quoi la dynamique comique. C'était pas tout le temps moi qui punchais. Souvent, j'essayais de faire puncher l'autre. Quand j'étais avec Julien Lacroix, là, je sais que Julien, là, ça fait une semaine qu'il est dans son chalet tout seul. Il a le goût de puncher. Je vais lui faire des passes, man. Ça va être bien plus drôle pour tout le monde. Mais Jean-Daniel, il punchait. Tu t'es complètement fait engloutir. Là. Je veux dire, tout le monde avait le goût d'aller surenchérir la joke d'avant. Moi, la première. Je disais plus rien. J'essayais juste de faire des liens entre les gens. Tu sais. Le personnage, il s'effaçait dans son concept. Puis c'était bien correct. Moi, j'étais brûlé. Oui. J'ai fait 40 lives en 2 mois. Là. Tu sais, à un moment donné, mon cerveau créatif aussi, il était mort. L'éponge a plus de... Mais Antonio, mon personnage de caricaturiste vulgaire, lui, il ferme pas sa gueule, puis il insulte les gens pendant 1 heure. Puis ça devient ça, c'est comme du monologue, mais tu sais. Mm-hmm. Mais la contrainte est claire que je dessine, puis j'insulte, puis je tombe dans une espèce de... Tu sais, l'impro, c'est ça aussi. À un moment donné, tu pognes ton... Tu sais, tu te réchauffes, là. Oui. Tu peux pas commencer fort en impro. C'est pour ça que c'est bien rare. Moi, je trouve que, tu sais, ça prend du temps pour pogner ton espèce de zone. Je trouve qu'on le sent dans le show. Des fois, après 2 scènes, tu fais « Oh, Chris, là, ils sont réchauffés. Mm-hmm. » C'est normal, tu sais. Ouais, mais écoute, moi, je te lève mon chapeau. Je trouve ça absolument impressionnant. Anneli, l'impro sur un plateau de tournage, toi qui as fait plusieurs séries, films, est-ce que tu aimes ça que le réalisateur ou la réalisateur te dise « Maintenant, vas-y, amuse-toi » ? Est-ce que tu aimes mieux être guidé? Comment tu gères ça, ce côté-là? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'en général, sur les plateaux que tu as faits, est-ce que c'est très... Tu t'en tiens au texte, tu t'en tiens aux directives, puis ça donne ce que ça donne? Ou ça arrive souvent qu'ils font « Regarde, on l'a, fait amuse-toi ». J'ai vécu les deux. Pour les pays d'en haut, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment d'impro. On n'est pas... c'est un exemple. Mais le problème, souvent, c'est que l'impro, c'est où tout le monde en fait ou personne n'en fait. C'est ça que j'aime pas. C'est qu'à un moment donné, ça devient... C'est un acteur, là, c'est une drôle de bébite. Là. Puis plus tu y en donnes, plus il en veut. Fait que là, s'il y en a un qui se met à rajouter une joke, le réalisateur, il rit, bien, il y en a un qui en fait un autre. Puis souvent, la première affaire qui sort, c'est pas nécessairement quand on est en personnage. C'est un commentaire que Anne-Elisabeth fait. Fait que moi, les fois que je l'ai vécu ou que je me suis laissée prendre au jeu, je trouve pas que je servais le texte vraiment. Je trouve pas que ça faisait des bons moments de télé. Okay. Ça fait rire le monde dans la maison où on tourne, ça fait pas rire... Puis souvent, les réflexes qu'on a, comme à brûle pour point, c'est de sacrer. Ben, tabarnak de calice. On va tout le temps faire un peu les mêmes réflexes. Puis là, ça va faire rire. Un gros tabarnak, ça fait tout le temps rire. Puis là, on devient grisé par ça. Puis là, tout le monde, comme je te dis, tire sa couverte. Puis des fois, il y a des acteurs qui font juste comme décrocher. Puis les autres, c'est pas des improvisateurs d'envie. Fait que là, ils en rajoutent. Ils mettent de l'eau sur le... Ils mettent de... On vous êtes donc ben bon. Puis là, la fin, elle se déséquilibre parce que le personnage de patron devient fan de son... Tu comprends-tu? Moi, je pense que c'est pas si fan. C'est fascinant. Mais donc, on s'entend que, à ce que je comprends, sur un plateau, si tu n'as pas le feu vert, tu vas t'en tenir au texte. Mais en même temps, je dis ça. Et on pourrait montrer plein de bloopers de moi qui le fait, là, peut-être. Je pense qu'on... Oui, non, évidemment, parce que tu restes quelqu'un d'extrêmement créatif, de brillant et de très drôle. Fait que j'imagine quand ça devient... Non, mais je veux dire, quand ça vient dans ta tête, quand il y a une idée qui arrive, je pense que... J'arrive pas toujours. Vont se reconnaître en disant « je peux pas le dire ». Faut ça le dire. Au pire, on coupe, on refait aussi. Mais il y a sûrement aussi une différence entre un réal qui dit ou un scénariste qui dit « Hey, by the way, mets-le dans tes mots ». Si c'est un personnage que tu sembles bien incarner, « Hey, by the way, le texte, tu peux te le mettre dans tes mots tant que l'info passe » versus faire « Hey, je vais amener une chire à l'histoire. » Tu peux pas faire ça sur un plateau de faire. Non, c'est pour ça que t'es limité. Ma mère est morte. C'est ça. Tu sais, mais... ça va être des réflexes, comme je dis, sacrés. Insulter l'autre, faire lettre tes cheveux. Tu sais, rajouter une petite phrase hors situation pour faire décrocher le monde. Mais, attends, je vais dire de quoi? Non, tu peux pas improviser. Ça m'est échappé, ça devait pas être pertinent. C'est pas grave. Il y a 4 questions qui m'ont échappé depuis le début. C'est bien normal. Mais dans le sens que... Non, mais c'est intéressant parce que oui, il y a l'impro, mais aussi, Arnaud, tu viens de parler de
sortir du texte ou de mettre le texte dans ta bouche. Moi, Oh non, c'est ça me revient. Excuse. Vas-y, go! Je suis pas fan de mettre le texte dans mes mots. Oui? Tu vois, moi, je suis renversé par ça parce que pour moi, les quelques auditions que j'ai faites dans ma vie de comédien, ce qui n'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé à quelques reprises, j'étais incapable, moi, de dire le texte comme il était écrit. Je vais toujours respecter énormément les auteurs, respecter le texte. Pour moi, ça, c'est primordial. Mais si ce mot-là, si je ne le dis pas dans la vie, je vais trouver un synonyme qui va faire en sorte qu'il va mieux sortir de ma bouche. Mais toi, parce que... Toi, tu vas t'en tenir vraiment aux mots qui sont écrits. Bien, d'abord, un instant. Puis là, ça va être vraiment, vraiment controversé. Je ne vais pas prendre plus de temps à apprendre un texte que ça a pris du temps de l'écrire. Il y a des affaires que tu lis, puis tu fais, c'est pas disable parce que ça a été fait sur le coin de la table, puis ça a passé, puis il faut que je me débrouille avec ça. Ça, je vais le mettre dans mes mots, il n'y aura pas de problème. Quand je sens qu'il y a une volonté derrière le texte, qu'il y a une voix de personnage, il faut que... C'est pas comme ça que moi je parle, il faut que je rentre dedans. Là. Je ne peux pas tout ramener à moi, sinon tous les personnages vont être moi. C'est vrai. Après ça, tous les personnages sont un peu nous, là, puis ça m'arrive moi aussi des fois de faire ça, c'est trop une passe de judo, je ne suis pas capable de le dire, ça me roule dans la bouche. Mais j'aime ça, faire l'effort de dire comme l'auteur l'a écrit, mais il y a des mauvais auteurs aussi. Fait que des fois, on n'a pas le choix de patcher, puis il faut réécrire à leur place. Non, puis il y a des auteurs qui écrivent parce qu'ils ont des commandes impossibles, là, puis qui disent, mais regarde, là, c'est du dialogue, vite. Il y a des moments pivots dans une histoire aussi. Ben oui, c'est ça. Aide-moi à rendre ça fluide. Il y a de tout, mais si c'est bien écrit, tu n'es pas supposé le réécrire. Fin. Tu commences pas à jazzer des alexandrins, là, ça dépend aussi au théâtre. Je comprends, oui. Genre, des fois, la forme est super importante, puis des fois, c'est comme deux personnes à la machine à café qui font « Ouais, puis ta fin de semaine? » Mais c'est parce que aussi tout le monde a un rôle là-dedans. Tu sais, comme moi, le peu de théâtre d'été que j'ai fait, on dirait que le fun à m'amener, c'est plus de décrocher du texte, puis là, le monde, il trouve ça donc drôle, puis là, ils en veulent, puis on leur en donne. Mais il y avait un metteur en scène au début, puis il y avait un texte, puis c'était... Il faut trouver notre liberté dans le contrainte. S'il n'y a plus de contraintes, ben là, on est dans le middle, je le dirais jamais. Très bon lien. Middle pitch. Mais tu sais, il y a des affaires qu'il faut respecter un petit peu quand même, là. Ouais. Je comprends. Excuse-moi, là, c'est moi qui t'ai coupé, excuse-moi. Non, écoute, comme je te dis, vous ne me couperez jamais assez pendant cette discussion-là. C'est vraiment trop fascinant. Juste là, écoute, moi, je vous parlerai pendant 8 heures, là, mais il va falloir... il y a d'autres choses à faire, là. Moi, il y a une émission que j'adore, qui est une de mes émissions préférées, qui s'appelle Curb Your Enthusiasm. Mais oui. Et l'émission de Larry David, qui est une émission avec un canevas, mais qui est complètement improvisée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Mettons que j'arrive avec cette idée-là. 100%. Je vous appelle, vous recevez un appel de moi 100%. qui dit « Hey, OK. » Mais on est tous dans le même bateau, puis tout le monde a son personnage, ben oui, c'est ça. Oui, les situations sont claires, c'est dans le sens où pour moi, ce qu'on aime en sitcom, il y a deux choses. Il y a, ça prend un bon quiproquo, là, ça prend un bon, dans Curb, c'est toujours la mauvaise foi des personnages qui est bien scénarisé, puis c'est scénarisé, t'sais. Après ça, pour moi, dans un sitcom, il y a des super bonnes lignes, c'est important, mais on dirait que la situation l'est tout autant, t'sais. Tout à fait. Ouais. Encore là, je dis ça, puis Chris, c'est sûr que tu réécoutes Friends, puis des fois, tu fais, ils ont vraiment une estie d'équipe d'auteurs parce que, c'est des gros gags sur gros gags sur gros gags. Mais dans Curb, c'est comme... C'est bien joué, ils jouent la situation. Puis si la situation est drôle, il pourrait avoir 0 punchline. Je vais rire tout le long. C'est ça. Si c'est drôle, un mime dans un vol de banque, encore très mauvais exemple. Tous les exemples que je donne sont à chier, mais une bonne situation, c'est drôle. T'sais. Fait que oui, pour moi, ça se peut très bien. T'sais. Écoutez, on va arrêter ça là, malheureusement, parce que, comme je vous dis, j'aurais continué très longtemps. Merci énormément. Ça a été absolument fascinant. Merci, vous m'avez fait découvrir les affaires. Vous m'avez fait découvrir le mot barillet. Barillet, oui. Barillet. Et improvisoire. Ça, un barillet, je pense que ça sert à rien d'autre. Hein? C'est pas comme un objet que tu peux... C'est vraiment un genre de cage à hamster, là, un petit peu cylindrique avec une manivelle. Mais comme les boules de bingo. Tous tes thèmes. Ah oui, les boules du bingo, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est la même chose. Bingo, impro. Il y a tout quoi à faire avec ça. En tout cas. Le bing impro. Le bing impro. On vient d'inventer quelque chose.
Ben, à chaque fois, ce qu'on pourrait faire, c'est aller voir un match d'impro, puis à chaque fois qu'il y a une mécanique comme dire une phrase en même temps, tu fais un stamp. À chaque fois qu'il y a une joke d'ouvrir une porte, tu fais un stamp. À chaque fois qu'il y a une joke de ne pas se rappeler le nom de quelqu'un, tu fais un stamp. Bingo! Puis là, tu fais bingo. C'est génial. Ça a été un réel plaisir. Merci énormément pour cette discussion-là. C'était fascinant. N'importe quand. Merci beaucoup, Simon. Prenez soin de vous. Faites attention. Pareillement. Et, on se voit bientôt, je l'espère. Ouais. Merci encore. Allez, bye, merci. Bye bye.